Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. Les deux sessions annuelles de Chine, la cinquième session du 13e Comité national de l'APN et de la CCPPC se tiennent en ce moment à Beijing. Il s'agit des dernières sessions du 13e Comité national. Quels sont les grands thèmes des deux sessions de cette année? Quelles sont les perspectives du développement économique et social de la Chine? Quel avenir pour la diplomatie chinoise? Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing et chercheur principal à l'Institut Taihe, et M. Wu Zexian, commentateur de CGTN français. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Monsieur Ding, d'après vous, quel est le thème principal des deux sessions de cette année? En fait, le point essentiel de cette année, c'est probablement consolider la confiance et stabiliser les espérances. Parce que, en fait, depuis la fin de l'année dernière et depuis cette année, le premier mois de janvier et février, il y a une certaine instabilité. D'abord, il y a un adoucissement de la demande dû à la situation extérieure, etc. Puis, il y a le ralentissement de l'économie mondiale commence à se faire sentir aussi en Chine même. Donc, la Chine a pris des décisions pour essayer de renforcer la demande intérieure. Donc, il faut consolider la confiance dans cette direction-là. Puis, comme les matières premières, le prix des matières premières ont monté depuis l'année dernière, le taux d'inflation s'est élevé très rapidement en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc., dans tous ces pays développés. Donc ça a créé une espèce d'inquiétude. Donc, alors, on sait très bien que l'inflation est liée étroitement à l'espérance de la population. Et donc, il faut essayer de stabiliser les espérances sur, par exemple, le développement, sur la tendance inflationniste du monde et en Chine, parce que jusqu'à maintenant, le taux d'inflation, le CPI, ce qu'on appelle les indices les plus importants de l'inflation, sont très bas, relativement, en Chine par rapport au reste du monde. Et pour cela, il faudrait assurer la population de la stabilité de politique monétaire et fiscale en Chine, et de la demande qui allait s'accroître un petit peu avec la politique publique du gouvernement cette année. Et Monsieur Wu, d'après vous, quels seront les sujets qui méritent le plus d'attention cette année? Évidemment, d'abord, c'est la croissance économique, comme le professeur Ting vient d'évoquer. Voilà, c'est certainement le souci principal de tout le monde, voilà, du gouvernement, mais aussi de la population. Voilà, l'année dernière, on a eu une performance remarquable, c'est-à-dire on a connu une croissance de plus de 8%. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel, vu le temps de la pandémie. Bon, mais cette année, est-ce qu'on pourrait atteindre le même objectif? Alors, quel sera le même objectif fixé par les deux sessions? Voilà, tout ça, je crois que c'est le souci numéro un de tout le monde. Alors, on parlera évidemment d'autres choses qui sont liées. Voilà, qui sont liées, par exemple, l'emploi. Voilà. Chaque année, je crois que c'est la préoccupation numéro un du Premier ministre, parce que lui, il a toujours insisté sur l'importance de créer des emplois. Mais comment créer des emplois? Il faut avoir la croissance économique. Bon, alors ça c'est un deuxième sujet. Et puis, sécurité sociale, je crois que c'est aussi un sujet discuté constamment, voilà, dans tous les milieux. Voilà, je crois que c'est aussi l'une des priorités du gouvernement chinois, c'est-à-dire améliorer toujours sans arrêt le système de protection sociale, voilà, pour apporter plus de bien-être à toute la population chinoise. Mais sachez qu'aujourd'hui, on a tissé le plus grand réseau de protection sociale dans le monde, parce que les Chinois sont très nombreux. Voilà, pratiquement tous les Chinois sont couverts aujourd'hui par le système de protection sociale. Mais il est question toujours d'améliorer, voilà, ce système. Et puis, à mon avis, il y a aussi un sujet qui pourrait être intéressant pour tout le monde, c'est le vieillissement de la société. Voilà. Bon. Récemment, le gouvernement chinois a publié 2 documents officiels pour voir comment on pourrait mieux servir les personnes âgées.
parce que les personnes du troisième âge, comme on je dit. fais partie des vieux. Je fais partie des vieux, c'est pour ça que personnellement, je m'intéresse énormément à ce problème. Voilà. J'ai 70 ans cette année, mais sachez que je dois m'occuper encore de ma mère, qui est âgée de 94 ans. Alors bon, ma sœur m'aide beaucoup, parce que c'est elle qui s'occupe principalement de ma mère. Mais vous voyez, c'est une situation assez générale en Chine. Maintenant, les gens vivent de plus en plus longtemps. Voilà. Donc, les personnes âgées comme moi devraient s'occuper encore de la génération précédente. Vous voyez, donc ça, ce sera aussi un sujet intéressant. Et puis, je crois qu'il y aura d'autres sujets comme l'innovation. Récemment, je crois que le comité central du parti a encore discuté de ça. Voilà, l'innovation technologique pour donner plus de dynamique à l'économie, à la croissance. Et puis l'environnement. L'environnement, c'est certainement aussi un sujet majeur et constant que le gouvernement traite, mais qui concerne aussi la vie de toute la population. Et enfin, je crois que le développement rural reste toujours d'actualité. C'est vrai que la Chine a remporté la victoire dans la lutte contre la pauvreté, mais il est toujours question de prévenir le retour des gens qui se trouvent encore dans une situation relativement précaire, c'est-à-dire qui viennent sortir du seuil de pauvreté, mais qui risquent, à cause des maladies, à cause de toutes sortes de difficultés, pourraient retourner dans l'état de pauvreté. Donc il est toujours question de prévenir au retour de la pauvreté avec le développement rural, parce que les gens qui vivent dans des situations plus ou moins précaires, ce sont souvent des gens qui vivent dans des zones rurales. Donc le développement rural, ce sera aussi un sujet majeur. Bon, en tout, je crois que tous ces sujets-là pourraient être discutés au cours des deux sessions. Monsieur Ting, d'après vous, quel sera le taux de croissance du PIB cette année de la Chine? Bien sûr, on n'aura pas un taux de croissance de 8%. C'est exceptionnel, c'est parce que par rapport à 2020. Parce qu'en 2020, nous avons un taux de croissance seulement de 2 et quelques %. Donc, la manière dont on calcule le taux de croissance, c'est par rapport à l'année précédente. Donc, l'année 2021 a eu un taux très fort de croissance parce que par rapport à l'an 2020, il y a d'une certaine manière un rattrapage de manque de la croissance dû à la pandémie en 2020. C'est pour ça que 2021, nous avons eu un taux de croissance aussi fort. Mais tout de même, c'est un taux de croissance exceptionnel. Parce que dans d'autres pays, ils ont aussi un taux de croissance très fort l'année dernière, en 2021, mais seulement en 2020, ils ont un taux de croissance négatif. Donc même s'ils ont eu un taux de croissance très fort en 2021, leur économie n'ont pas beaucoup développé. Parce que c'est par rapport à 2020 et par rapport à 2019. Tandis que la Chine, par rapport à 2019 et 2020, nous avons connu déjà une croissance exceptionnelle. En tout, l'année dernière, le PIB chinois a dépassé le PIB de l'Union européenne, de toute l'Union européenne. Ça, c'est un record historique très important. Et quelles seraient les tendances économiques cette année? Cette année, il y a des tendances qui indiquent que la tendance va continuer pour ce qui concerne l'exportation, par exemple. L'année dernière, en 2021, l'exportation est exceptionnelle parce que nous avons eu un record de l'exportation. Parce que la chaîne de production était dérangée, était arrêtée dans beaucoup de pays du monde, même pour des grandes multinationales. Elles ont fait un mauvais calcul en faisant déplacer des chaînes de production de Chine vers d'autres pays, vers des pays du sud-est asiatique, vers l'Asie du Sud, etc. Alors que, parce que la pandémie a empêché le fonctionnement normal de ces chaînes de production, ils ont été obligés de faire retourner en Chine les commandes. Ce qui fait que l'exportation l'année dernière était exceptionnelle.
Jusqu'à maintenant, ça continue parce que les commandes ne cessent d'arriver en Chine pour le premier semestre, pour le deuxième semestre, mais on pense qu'avec le radoucissement de la pandémie à travers le monde, la chaîne de production pourrait se rétablir petit à petit dans d'autres pays du monde. Et alors, à ce moment-là, l'exportation chinoise va se ralentir aussi. Et ça va affecter un peu le taux de croissance de l'économie chinoise. Et donc la croissance stable sera l'objectif principal du travail économique de cette année. Monsieur Wu, d'après vous, quels efforts doivent être mis en œuvre pour parvenir à cette croissance stable? À mon avis, c'est très simple. Voilà. Logiquement, il faut encourager la création des entreprises. Pour assurer la croissance économique, il faut avoir un nombre croissant des entreprises. Mais justement, sur ce plan, le gouvernement chinois a fait beaucoup d'efforts. Dans quel sens? Dans le sens d'alléger les charges fiscales et sociales des entreprises. Voilà. L'année dernière, je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu des chiffres là-dessus, pour alléger justement les charges fiscales et sociales des entreprises. Alors, en même temps, il faut simplifier les formalités pour la création des entreprises. Je crois que maintenant, c'est très simple. Et il ne suffit plus, donc, il n'est plus nécessaire d'attendre une approbation. Il suffit d'enregistrer. Voilà. Si vous voulez créer votre entreprise, il suffit d'enregistrer votre demande et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'attendre une approbation quelconque. Bon. Et bien sûr, vous devez vous arranger aux réglementations nécessaires, parce qu'après, il y aura des contrôles. Bon. Mais là, de toute façon, pour la création des entreprises, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Alors, l'année dernière, je crois que j'ai un chiffre qui est là. L'année dernière, il y a eu plus de 13 millions d'entreprises nouvelles qui ont été créées. Je veux dire des entités économiques, c'est-à-dire des entreprises ou bien des commerçants individuels. Tout confondu, il y a donc eu plus de 13 millions de nouvelles créations des entités économiques. Ça, c'est remarquable, mais je crois qu'on devrait continuer dans ce sens pour favoriser la création des entreprises. D'un autre côté, il y a aussi question d'encourager les capitaux étrangers à continuer à travailler en Chine. Là-dessus, des investissements. Donc l'année dernière, je crois qu'il y a eu aussi des chiffres très intéressants. Impressionnant. Impressionnant. Donc l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une augmentation de pratiquement de 15%. Une augmentation de 15% des investissements étrangers en Chine. Direct en Chine. Et plus de 60 000 entreprises aux capitaux étrangers ont été créées l'année dernière. Vous voyez, donc, je crois que la création des entreprises, c'est très important. Et puis l'innovation aussi. L'innovation, il ne suffit pas simplement de créer des entreprises, il faut que ce sont des entreprises de technologie avancée. Ça c'est très important. Bon. Et puis, la coopération avec l'extérieur. La Chine, c'est un grand pays de commerce extérieur. L'année dernière, il y a eu aussi une augmentation remarquable dans les échanges commerciaux de marchandises entre la Chine et le reste du monde. Plus de 21%. Vous voyez, et en temps de pandémie. Bon. Donc je crois que sur tous ces plans-là, il faut faire des efforts pour assurer une croissance dont on a parlé, professeur Ting. Et un modèle inédit de développement basé sur l'économie numérique est en train de devenir le nouveau moteur de croissance mondiale. Et cette tendance est clairement inscrite dans le 14e plan quinquennal. Monsieur Ting, quelles sont les particularités, mais aussi les avantages du développement de l'économie numérique en Chine? Je pense que la pandémie a joué en faveur, d'une certaine manière, du développement de l'économie numérique en Chine. Et quand on regarde, par exemple, la dimension de l'économie numérique en Chine l'année dernière, elle atteint plus de 39 000 milliards de yuan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça représente un peu plus de 38% du PIB national. Donc ça fait beaucoup. C'est énorme, c'est très important. Et parmi ce qu'on appelle l'économie numérique, on fait une distinction
entre ce qu'on appelle le développement du secteur numérique, c'est-à-dire l'industrie numérique, et la numérisation des industries. Les deux font ce qu'on appelle l'économie numérique. Et le développement, le secteur numérique représente à peu près 20% de toute l'économie numérique. Et la numérisation des secteurs industriels représente à peu près 80% de valeur ajoutée, de développement, etc. Et en termes de villes, les grandes villes, par exemple, Pékin, Beijing, Shanghai, Guangdong, etc., toutes ces grandes villes représentent à peu près 50% de leur économie est considérée comme aujourd'hui économie numérique. En fait, c'est quelque chose de très spectaculaire. Cette fois-ci, on vient d'organiser les Jeux olympiques d'hiver. Et les sportifs de tous les pays ont vu de leurs propres yeux le résultat du développement de l'économie numérique. Dans les villages olympiques, etc., les sportifs ont pu se réjouir des avantages que leur apporte le développement de l'économie numérique en Chine. Par exemple, ils ont pu prendre des repas dans des restaurants complètement automatiques. Il n'y a même pas de cuisinier, pas de serviteur, tout est servi par les robots, les plats, etc. Tout est fait par des instruments numériques. Et donc tout cela font partie de l'économie numérique en Chine. Cette année, il y a aussi des plans de développement très importants pour l'économie numérique. Par exemple, cette année, nous avons eu un plan de développement important pour Big Data. C'est un secteur avec beaucoup d'espace de développement. Et notre secteur de développement cette année, c'est des calculs cloud, des nuages, l'intelligence artificielle. Cette année, depuis un certain nombre d'années, le secteur de l'intelligence artificielle est en plein boom. On a vu ça aux Jeux olympiques d'hiver et ça va continuer cette année. Il va y avoir beaucoup de produits qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle. Dernièrement, c'est les applications liées à la technologie de communication 5G. 5G, c'est des infrastructures de communication. Et sur ces infrastructures de communication sont en train d'émerger beaucoup d'applications. Et ça, c'est aussi un secteur de croissance très importante pour l'économie numérique. Et le double objectif carbone, le pic des émissions d'ici 2030 et la neutralité à l'horizon 2060 est au cœur des stratégies de développement de la Chine. Et durant les Jeux d'hiver, la Chine a respecté ses engagements et a montré sa détermination à atteindre ces objectifs. Monsieur Wu, d'après vous, dans quel secteur va-t-on assister aux bouleversements les plus importants dans les années? Cela touche au premier chef le secteur énergétique. Oui. Forcément. Alors, les anciennes mines de charbon, on en a déjà fermé beaucoup. J'ai visité un site de mine de charbon, près de Suzhou, qui est connu pour sa production de charbon minière de l'époque. Voilà. Ce site a été transformé complètement en parc naturel. On a fermé carrément la mine. Alors, on ne peut pas se passer de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a fait à la place? Bon, on a conservé quelques mines qui sont équipées de la technologie de charbon propre. Pour les autres mines qui ne sont pas en mesure de s'équiper, eh bien, on les ferme. Bon. Et puis, il faut développer également d'autres énergies nouvelles. Voilà. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, voilà. Et puis l'énergie hydraulique. Ça, la Chine a fait beaucoup dans ce sens, mais il faut continuer, parce que je crois qu'aujourd'hui, le charbon constitue quand même les combustibles principaux de la Chine, même si ça s'est beaucoup baissé. Voilà, ça s'est beaucoup baissé. Mais il faut continuer, et puis il faut utiliser toujours la technologie du charbon propre, mais il faut surtout remplacer le charbon par d'autres énergies. Et puis, à propos justement des voitures, parce que les voitures constituent une source de pollution énorme.
Maintenant, ce que je constate, c'est que les consommateurs commencent à apprécier les voitures de l'énergie nouvelle. Parce qu'au début, c'était un peu réticent. Les gens étaient réticents parce que est-ce que ça pourrait assurer voilà, un trajet long? Bon, je crois que maintenant, aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs achètent des voitures de l'énergie avec le progrès de la technologie. Bon. Et puis, bon, avec le changement de mentalité aussi. Les gens sont conscients de la nécessité de préserver la nature. Et puis, les matériaux écologiques aussi. Parce que, voilà, pour avoir des matériaux qui ne polluent pas. Voilà. Je crois que tous ces secteurs-là sont à développer pour contribuer justement à atteindre les deux objectifs dont vous avez parlé. Voilà. En fait, durant les derniers Jeux olympiques d'hiver, ça aussi, la Chine a fait montrer l'efficacité de l'énergie renouvelable chinoise. Parce que pendant toutes les compétitions, l'électricité fournie au village, aux places de compétition, sont ce qu'on appelle l'électricité verte, c'est-à-dire complètement issue de l'énergie renouvelable. C'était de l'énergie solaire, éolienne, etc. Et en plus, on a réussi à faire en sorte que même dans la nuit, ça peut continuer à produire de l'électricité parce que dans la journée, l'énergie a été concentrée pour attirer l'eau dans un réservoir et dans la soirée, c'est l'énergie hydraulique. L'eau descend, elle fait fonctionner la turbine, donc ça produit aussi de l'électricité. Donc nous avons réussi à créer un cycle complètement écologique, complètement de l'énergie complètement renouvelable. Et donc il n'y a eu aucune émission pour les Jeux olympiques d'hiver cette fois-ci. Mais en plus, M. Wu a fait mention des véhicules. Cette fois-ci, les véhicules utilisés pour les sportifs, etc., sont des véhicules d'énergie nouvelle. Parce qu'il n'y a pas de voitures à essence ou à diesel, ce sont des voitures ou hydrogène ou électriques. Et donc cela montre que finalement la Chine non seulement a décidé de poursuivre cette politique écologique, de la politique duelle de la neutralité carbonique et le pic, d'abord le pic de l'émission, puis la neutralité carbonique, mais aussi les moyens, les capacités d'arriver à ces objectifs. Et le document numéro 1 du gouvernement central pour l'année 2022 met l'accent sur les efforts indispensables pour faire avancer de manière générale la revitalisation rurale. Monsieur Ding, quelles sont les principales difficultés auxquelles est confronté aujourd'hui le travail de revitalisation rurale? En fait, oui, c'est le principal souci du gouvernement chinois, de faire en sorte que des régions pauvres de la campagne qui viennent d'être sorties de la pauvreté ne retournent pas dans la pauvreté. Donc il faut leur donner des moyens de développement durable. Dans ce domaine-là, on a arrangé des mécanismes de développement, on a arrangé des fonds publics pour les encourager, etc. Les grandes sociétés commerciales en Chine ont participé à ce genre de travail. Donc il n'y a pas seulement que les efforts du gouvernement, mais il y a aussi les efforts des grandes entreprises, par exemple. Alibaba. Alibaba a créé à la campagne chinoise des villages Taobao qui permettent à ces villages d'être connectés à un réseau de redistribution nationale. En fait, le problème de pauvreté en Chine, c'est que souvent, dans des coins reculés de la campagne, les produits n'ont pas accès à un marché intéressant, à un marché plus développé, etc. Donc les produits ne peuvent pas se vendre à un prix intéressant. Tandis que Alibaba les a aidés à créer un réseau de redistribution nationale. Donc les produits locaux sont devenus maintenant des produits très appréciés par des utilisateurs d'Internet, etc. Donc ça, ce sont des mesures très concrètes, mais très efficaces, importantes. Et il y a aussi un système d'entraide en Chine. Le système d'entraide en Chine est très important. Chaque ville prospère, comme
Beijing, Shanghai, c'est les grandes villes qui sont très développées aujourd'hui, ont des obligations vis-à-vis des villes et des campagnes arriérées. En fait, c'est ça. Et donc les entreprises de Beijing, de Shanghai, etc., ont aussi des obligations d'investir dans les régions pauvres pour assister la population à sortir de la pauvreté. Et cet esprit de solidarité nationale, ce système d'entraide et d'échange des fonctionnaires, par exemple, sont des instruments très importants pour garantir la redistribution sociale et pour garantir que finalement la pauvreté, une fois éliminée, ne reviendra pas. La création des zones pilotes chargées de promouvoir la prospérité commune est l'un des sujets phares des 2 sessions cette année. De quoi s'agit-il exactement, M. Ting? En fait, la création de la prospérité commune, c'est les objectifs prochains de développement. Avant, par exemple, l'année dernière, l'objectif était d'éradiquer la pauvreté absolue. Ça y est, maintenant, c'est fait. Théoriquement, en Chine, il n'y a plus de Chinois qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est fini. La pauvreté absolue, c'est fini. Il n'y a plus de pauvreté absolue en Chine, mais la prochaine étape de développement, c'est la prospérité commune. Donc c'est un slogan, mais c'est aussi un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif de prospérité commune, eh bien, la Chine va faire comme autrefois, va tester, comme on dit, la Chine a toujours fait, pour traverser la rivière en tâtant les pierres sous les pierres sous les pieds. C'était une expression très imagée, très importante. Et là aussi, on va faire comme par le passé, c'est-à-dire on va créer quelques zones où les attentions vont accorder à la fois par le gouvernement, par les entreprises, par les individus, etc., pour faire en sorte que dans cette partie-là, on arrive à une prospérité commune pour tout le monde. Et si puis on va faire le bilan des expériences, des instruments nécessaires pour savoir quels sont les problèmes, quels sont les défis et quel genre de politique est le plus efficace pour arriver à cet objectif. Et une fois réussi, on va répandre l'expérience d'une zone à une autre, d'une région à une autre, d'une province à une autre, pour finalement arriver à une prospérité nationale. Et la conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères est devenue un rituel important des 2 sessions annuelles. Monsieur Wu, quelle sera la direction de la diplomatie chinoise pour cette année? Disons que la direction de la diplomatie chinoise est constante. Voilà, le souci pour la diplomatie chinoise reste toujours la paix et le développement. Donc je crois que pour l'année 2022, ce sera toujours la ligne principale, la ligne directrice de la diplomatie chinoise. Préserver la paix dans le monde, promouvoir le développement. Alors, il est aussi en question de défendre les intérêts de la Chine. La Chine a besoin de se développer. Alors, pour se développer, il faut avoir un environnement de paix. Bon. La Chine a besoin de se développer, et pour se développer, il faut avoir des partenaires. Voilà, on ne peut pas se développer tout seul. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la connexion entre tous les pays du monde en matière d'échange économique, bon, on ne peut pas rester isolé. Donc, la Chine travaille toujours en faveur de la paix et du développement, de la coopération. Je crois que ce sera toujours le sujet principal qui sera traité au cours de la conférence de presse qui sera donnée par le ministre chinois des Affaires étrangères. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.